Bonjour à toutes et à tous en ce lundi matin. Je suis très contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Alors j'ai appris aussi fin de semaine dernière qu'on était dans une petite expérience pilote. Je ne sais pas si vous le savez ici dans la salle, mais tout ce qui sera expliqué aujourd'hui est filmé et retransmis en direct à des personnes qui suivent donc ces mêmes informations que vous à distance. Et je pense que pour l'administration, c'est un premier essai et que si évidemment c'est concluant, il y en aura d'autres et c'est quelque chose qui permettra de développer davantage de séances de formation et d'information en plus du présentiel, de pouvoir les organiser en ligne. Donc voilà, je pense que c'est un élément important en termes de modernisation, d'empreinte carbone aussi évidemment et pour ce genre de démarche. Ben, merci déjà à toute l'équipe qui a mis ça en place. Alors l'année scolaire est à nos portes. Tout le monde, les directeurs en tout cas sont rentrés dans les écoles. Les enseignants, certains sont déjà en train de préparer leur classe, d'autant plus de temps fondamental. Et ici aujourd'hui, cette journée de formation, c'est la concrétisation d'un travail important qui, je le souhaite en tout cas, aura un impact sur le soutien à la réussite de nombreux élèves. Et ces élèves, ce sont évidemment ceux qui ne maîtrisent pas la langue de notre enseignement, donc le français. Beaucoup d'études et d'observations montrent la nécessité de s'attaquer à la base d'une des difficultés de notre système éducatif, la mauvaise ou la partielle compréhension de la langue dans laquelle les enseignements sont dispensés. Alors évidemment, ça commence très tôt et l'enjeu des maternelles, on le sait, est essentiel et c'est pour ça qu'à travers le Pacte pour un enseignement d'excellence, on a aussi développé énormément de démarches vers les maternelles. Mais ici, de manière plus globale, sur l'ensemble du parcours, pour s'assurer de la maîtrise de la langue d'apprentissage par tous les élèves, le Pacte a prévu de renforcer les programmes d'accompagnement et de remédiation des élèves primo-arrivants et allophones pour aider à la maîtrise de la langue de l'enseignement et d'autre part, d'investir des moyens supplémentaires dans des dispositifs spécifiques de réduction des inégalités dans les acquis langagiers. C'est donc bien ici la mise en œuvre du nouveau décret qu'on a intitulé décret d'ASPA, même si vous allez le voir, ça couvre un champ plus large, pour améliorer le soutien aux élèves primo-arrivants, assimilés ou FLA, français langue d'apprentissage, pour qu'ils puissent être réellement accueillis, soit dans un dispositif d'ASPA ou dans un dispositif d'accompagnement FLA, avec de nouveaux moyens augmentés, qui plus est. Alors, je voudrais ici rapidement, dans mon introduction, vous résumer les avancées majeures du décret. Première avancée, le profil de l'élève qui ne maîtrise pas la langue de l'enseignement est précisé pour permettre aux écoles d'offrir un encadrement différencié et adapté en fonction des profils d'apprentissage des élèves. L'élève primo-arrivant, la définition ne change pas, l'élève assimilé au primo-arrivant et l'élève FLA dans l'enseignement fondamental. La définition de l'élève assimilé au primo-arrivant permet quoi? Permet de prendre en compte le parcours migratoire d'un élève de nationalité étrangère qui a été peu scolarisé en Belgique, malgré un temps de présence sur le territoire belge de plus d'1 an, ce qui arrive dans nos écoles. Exemple, des élèves de nationalité italienne, portugaise, espagnole, ou des élèves demandeurs d'asile, mais qui, par exemple, ont été scolarisés en Flandre l'année précédente. Deuxième élément dans cette première partie, la définition alors maintenant de l'élève FLA, français langue d'apprentissage, s'adresse aux élèves qui sont considérés comme des francophones, mais francophones vulnérables. Elle se base sur quoi cette définition? Sur un critère de maîtrise de la langue d'enseignement. Je vais y venir. On pense évidemment aux élèves qui sont belges, mais dont la langue utilisée couramment à la maison n'est pas le français. Ces deux définitions, je pense, clarifient la situation et permettent de mieux prendre en compte deux réalités avec des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, ce sont vraiment les échos des enseignants qui nous ont permis de faire ces deux définitions, de les rédiger, mais surtout de voir comment on allait amener le soutien nécessaire. Deuxième point dont je voulais parler ici, c'est comment va-t-on évidemment détecter, repérer ces profils? Eh bien, il sera facilité par la mise en place d'outils d'évaluation de la langue de l'enseignement.
Alors, ces outils d'évaluation de la maîtrise de la langue d'enseignement ont été construits, notamment avec la collaboration de l'inspection, donc je les remercie également, sur base des niveaux d'aptitude langagière du cadre européen commun de référence des langues, le fameux CE-CRL. Donc, ces outils sont adaptés à l'âge des élèves et permettent à l'enseignant d'évaluer le niveau de maîtrise de la langue des élèves assimilés au primo-arrivant et des élèves plats. C'est un élément important, en fait, et d'ailleurs ces outils sont en ligne depuis vendredi dernier, donc c'était vraiment tout juste, mais ils le sont. On vous donnera les différents liens pour y accéder. C'est sur base de ces outils, des résultats, des indications données par ces outils, qu'il y aura des moyens complémentaires pour les élèves plats. Donc c'était important d'avoir évidemment un outil d'évaluation fiable. Troisième élément que je voulais évoquer ce matin, le dispositif d'ASPA n'est plus limité à un nombre d'écoles sur base d'un appel à candidature. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle pour tous les élèves, toutes les écoles qui aujourd'hui accueillaient déjà des élèves primo-arrivants. Il suffit, entre guillemets, au moins de 8 élèves primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants pour pouvoir bénéficier de périodes d'ASPA. Donc, de périodes qui permettront vraiment d'accueillir ces élèves dans des bonnes conditions, avec des classes plus petites et avec évidemment le focus mis sur le français. Il n'y a plus d'appel à candidature ou bien de décision du gouvernement pour ouvrir l'ASPA. Donc on a vraiment des périodes d'ASPA qui sont finalement comme un droit de tirage, pour le résumer, qui arrivent aux écoles qui ont des élèves qui répondent aux deux définitions. Et enfin, dernier point, le dispositif d'accompagnement FLA. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet l'organisation de périodes de renforcement ou d'accompagnement en vue d'améliorer la maîtrise de la langue d'apprentissage au sein d'une même année d'études. Donc ça, au niveau organisationnel, évidemment, vous aurez durant cette matinée différentes explications qui vous permettront d'y voir plus clair par rapport peut-être à votre situation précise ou à votre réalité de terrain. Donc, je pense vraiment qu'on peut faire le constat que ce décret offre de nouvelles possibilités d'aide et de soutien aux élèves en difficulté avec la maîtrise de notre langue d'enseignement. Et on l'a vu d'ailleurs quand on a voté ce décret au Parlement, il a bénéficié d'un large soutien parce que je pense que tous les partis qui étaient présents étaient bien conscients de la nécessité d'améliorer le système et surtout bien conscients de l'enjeu en tant que tel. C'est pas pour ça qu'on va se croiser les bras. Maintenant, évidemment, les écoles vont rentrer dans la démarche. Mais notre travail à nous n'est pas terminé. Quand je dis nous, c'est évidemment l'administration, le futur gouvernement, le Parlement et tous les acteurs de formation parce que dans les mois qui viennent, il va s'agir de former les enseignants au FLE, français langue étrangère, ou au, attendez, parce que nous avons encore réussi à créer un nouvel acronyme, au FLESCO, c'est-à-dire le français langue de scolarisation, pour ceux qui l'apprennent. Et au FLA, évidemment, donc le français langue d'apprentissage, ce sont différents acronymes, mais c'est vrai qu'on voit que ça recouvre le même champ. C'est important parce que tous les enseignants, dans leur formation initiale, ne se sentent pas du tout préparés par rapport à l'accueil d'enfants qui parlent peu ou mal le français. Donc, il y a la formation initiale, mais on va aussi développer des modules de formation continuée et des outils de compétences langagières, des attendus pédagogiques, etc. En gros, ce décret qui a été voté n'est pas un aboutissement, il n'est pas une fin en soi, mais c'est le début d'un véritable travail de prise en compte, de prise de reconnaissance aussi des besoins de ces élèves et aussi des enseignants qui les accueillent au quotidien dans leur classe. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente journée d'appropriation de ce décret et de tout ce qui en découle. J'espère vraiment que la journée pourra vous apporter toutes les informations nécessaires à la mise en place de ce soutien, parce que ce soutien est indispensable et parce que ce soutien en lien donc avec le français langue d'apprentissage, je pense, permet aux enfants et aux jeunes de réellement s'insérer dans leur école pour s'insérer par la suite dans notre société. Je vous remercie d'être présents ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse en très charmante compagnie, vivement un panel féminin, mais qui, je pense, va être aussi d'autres intervenants pour les différentes explications. Merci à vous tous. Bonne journée et déjà un petit peu en avance, une bonne rentrée.
Bon, voilà, bonjour à tous. La première partie de cette séance d'information concerne des explications concernant cette nouvelle réglementation et l'application de cette nouvelle réglementation. Donc, au sein de cette première partie, on abordera tout d'abord les catégories d'élèves bénéficiaires des nouveaux types d'encadrement complémentaire. On abordera aussi évidemment l'encadrement complémentaire en tant que tel et le calcul de cet encadrement complémentaire. Et enfin, on abordera aussi les mises à jour qui ont dû être faites au sein des applications informatiques pour justement répondre aux besoins de la nouvelle réglementation. Et comme cela a été dit, des temps de questions seront proposés tout au long de notre présentation, donc n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez interagir avec ce qui est dit. Avant toute chose, un petit récapitulatif du cadre légal en vigueur. Tout d'abord, évidemment, le décret du 7 février 2019 qui vise à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement. C'est vraiment la base de cette nouvelle réglementation qui fixe vraiment toutes les nouvelles dispositions qui sont en vigueur. Ensuite, la circulaire 72-26 du 8 juillet 2019, qui est relative à l'encadrement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et qui reprend vraiment toutes les dispositions qui se trouvent dans le décret. Ensuite, la circulaire 72-75 du 23 août 2019, qui concerne, elle, les outils d'évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement. Ensuite, l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 17 juillet 2019 qui, lui, concerne surtout les modalités, justement, de cette évaluation de la langue de l'enseignement, mais aussi la mise en place des partenariats qui vous seront expliqués un petit peu plus tard lors de cette présentation. Et enfin, dernier point, un autre arrêté du gouvernement de la communauté française qui date aussi du 17 juillet 2019 et qui, lui, porte sur l'attribution de ces périodes complémentaires et aussi des formations que les enseignants vont devoir suivre pour pouvoir prester dans ces périodes complémentaires. Alors, la nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er septembre 2019, mais attention, les nouveaux moyens d'encadrement complémentaire, eux, sont octroyés aux écoles à partir du 1er octobre 2019. Pour le mois de septembre 2019, une disposition transitoire a été prévue qui veut que les périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement et les périodes d'ASPA qui ont été attribuées aux écoles durant l'année scolaire 2018-2019 sont prolongées pendant ce mois de septembre. Et alors, à partir du 1er octobre, là, on commence avec le nouveau cadre et les nouveaux moyens d'encadrement complémentaires. Alors, comme Madame la Ministre l'a dit précédemment, l'objectif du nouveau cadre légal, c'est vraiment d'améliorer la maîtrise de la langue de l'enseignement pour tous les élèves, en renforçant l'accompagnement des élèves. Pour atteindre son objectif, les nouvelles dispositions légales ont prévu d'une part l'octroi de moyens complémentaires pour les écoles, des moyens complémentaires qui se veulent renforcer et qui permettront aux écoles d'organiser deux types de dispositifs. Le dispositif d'accompagnement d'ASPA et le dispositif d'accompagnement FLA, donc français langue d'apprentissage. Et d'autre part, la nouvelle réglementation prévoit un élargissement des élèves bénéficiaires de moyens complémentaires. Donc, dans le nouveau système, 3 catégories d'élèves sont bénéficiaires de moyens complémentaires. Les élèves primo-arrivants, comme c'était le cas dans l'ancien système, mais aussi maintenant les élèves assimilés aux primo-arrivants et les élèves FLA, donc français langue d'apprentissage. Alors, on va maintenant voir un petit peu plus en détail
que recouvrent ces différents statuts, donc primo-arrivant, assimilé au primo-arrivant et FLA, et quelles conditions les élèves doivent remplir pour pouvoir être catégorisés dans l'une ou l'autre catégorie d'élèves bénéficiaires. Tout d'abord, en ce qui concerne l'élève primo-arrivant, là, pas de changement par rapport aux conditions qui avaient été prévues dans l'ancien système. C'est-à-dire que pour que l'élève puisse être reconnu comme primo-arrivant, il doit d'abord remplir la condition d'âge, c'est-à-dire avoir au moins 2 ans et 6 mois au 30 septembre de l'année scolaire en cours et moins de 18 ans. L'élève, au moment de son inscription, doit être arrivé sur le territoire depuis moins d'1 an. Et enfin, dernière condition, qui est une condition de nationalité, de statut. Pour qu'un élève soit reconnu comme primo-arrivant, il doit soit être réfugié, soit être demandeur d'asile, soit être ressortissant d'un des pays de la liste OCDE de 2012, soit être apatride. Et donc ici, jusqu'à présent, pas de changement par rapport à ce qui était d'application jusqu'à maintenant. Deuxième statut, c'est le statut d'assimilé au primo-arrivant. Donc, pour qu'un élève soit reconnu comme assimilé au primo-arrivant, il doit avoir au moins 5 ans, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours. Donc, dans l'enseignement fondamental, ça vise les élèves de la 3e maternelle à la 6e primaire. Au niveau de la condition de nationalité, l'élève doit être de nationalité étrangère ou être apatride ou avoir obtenu la nationalité belge suite à une adoption. Ensuite, l'élève assimilé doit fréquenter une école organisée ou subventionnée par la communauté française depuis moins d'1 an. Et dernière condition, c'est la condition justement de maîtrise de la langue française. Pour qu'un élève soit reconnu comme assimilé au primo-arrivant, il doit avoir obtenu un résultat C, c'est-à-dire un résultat très faible à l'évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement. Donc ici, cette évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement, c'est une des grandes nouveautés du nouveau cadre légal. Et enfin, troisième et dernier statut, c'est le statut FLA, comme français langue d'apprentissage. Pour qu'un élève soit reconnu comme FLA, il doit d'abord répondre à une condition d'âge, c'est-à-dire avoir au moins 4 ans, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours. Ce statut n'existe que dans l'enseignement fondamental, pas dans le secondaire, et donc ce statut vise les élèves de la 2e maternelle à la 6e primaire. Pour qu'un élève soit reconnu comme FLA, il ne peut pas suivre un enseignement en immersion linguistique. Et enfin, troisième condition, c'est de nouveau l'évaluation de maîtrise de la langue française. Pour que l'élève soit reconnu comme FLA, il doit avoir obtenu un résultat B ou C, c'est-à-dire un résultat faible à très faible à cette évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement. Donc ici, on le voit bien, cette évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement, c'est vraiment un élément clé pour pouvoir permettre de déterminer qu'un élève peut être considéré comme assimilé au primo-arrivant ou comme FLA. Cette évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement vous sera explicitée plus longuement dans la seconde partie de cette séance d'information. Ici, je vais juste reprendre les éléments clés qui constituent cette évaluation. Donc évidemment, le but de l'évaluation, c'est vraiment de déterminer le niveau de maîtrise de la langue de l'enseignement d'un élève pour pouvoir comprendre quels sont ses besoins et comment l'aider le mieux possible, et donc savoir si cet élève a besoin peut être considéré comme FLA ou comme assimilé au primo-arrivant. Il y a 3 résultats possibles à cette évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement. Le résultat A, qui est un résultat suffisant, donc un niveau suffisant, ça veut dire que l'évaluation est réussie. Le résultat B, qui équivaut à un niveau
assez faible, et enfin le résultat C qui équivaut à un niveau très faible. Bien entendu, les évaluations varient en fonction de l'âge des élèves. Et alors, dernier détail important, c'est qu'un élève ne peut passer le test de maîtrise de la langue française qu'une seule fois au cours de sa scolarité. Alors, quelques remarques importantes par rapport à ces différents statuts qu'il faut bien garder en tête justement lors de la classification de ces élèves. Première chose, c'est qu'un élève ne peut pas cumuler deux statuts simultanément. En effet, chaque statut va permettre à l'élève de générer un encadrement complémentaire. C'est donc assez logique que l'élève ne puisse pas avoir deux statuts simultanément et donc générer à chaque fois un encadrement complémentaire lié à deux statuts. Par contre, un élève primo-arrivant peut acquérir par la suite le statut FLA, mais au plus tôt 2 ans après sa date de première inscription dans une école de la communauté française. Donc, on va illustrer ça par un exemple. Imaginons qu'un élève s'inscrive à la rentrée scolaire 2019, le 4 septembre, et soit reconnu comme primo-arrivant, parce qu'il remplit toutes les conditions liées à ce statut. À partir du 4 septembre, l'élève va générer des moyens d'encadrement complémentaires durant une durée de 24 mois. Les moyens complémentaires, évidemment, seront développés un petit peu plus tard. Mais donc, pendant ces 24 mois, l'élève a le statut primo-arrivant et uniquement le statut primo-arrivant. Par contre, au terme de ces 24 mois, c'est-à-dire le 4 septembre 2021, rien n'empêche à cet élève de passer le test de maîtrise de la langue de l'enseignement pour acquérir le statut FLA, si on estime que l'élève ne maîtrise pas encore suffisamment la langue de l'enseignement pour s'intégrer avec succès dans sa classe d'âge et qu'il nécessite encore d'un encadrement complémentaire pour qu'il atteigne un niveau qui est jugé suffisant. Ça, ce sont les premières remarques par rapport au statut. Remarque suivante, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'un élève ne peut passer, et quand je dis passer, c'est échouer à l'évaluation de maîtrise de la langue de l'enseignement qu'une seule fois au cours de sa scolarité. En effet, un élève qui, lors de son inscription, passe une première fois le test de maîtrise de la langue de l'enseignement, obtient un résultat C et est catégorisé comme assimilé au primo-arrivant, il ne pourra pas repasser une deuxième fois ce test, même 24 mois après le fait qu'il ait généré des moyens pour devenir FLA. Il a passé le test une fois, il a pu générer des moyens d'encadrement complémentaires pendant 24 mois, il ne pourra pas repasser l'évaluation une seconde fois après les 24 mois. Ensuite, il est aussi à noter qu'un élève qui pourrait être considéré comme assimilé au primo-arrivant parce qu'il remplit la condition d'âge, de nationalité et de temps de scolarisation dans l'enseignement de la communauté française, mais qui obtient à l'évaluation de maîtrise de la langue française un résultat B et non pas C, cet élève-là ne pourra pas être considéré comme assimilé au primo-arrivant, mais en revanche pourra être considéré comme FLA. Un exemple ici, imaginons l'inscription qu'un élève s'inscrit le 4 septembre dans une école. Cet élève est de nationalité portugaise, il est âgé de 6 ans, il est arrivé en Belgique durant le mois d'août 2019, donc il n'a pas encore été scolarisé dans une école organisée ou subventionnée par la communauté française. Jusque-là, il remplit toutes les conditions pour être assimilé au primo-arrivant, mais cet élève passe l'évaluation de maîtrise de la langue et obtient un résultat B, ce qui fait qu'il ne remplit
pas la condition de maîtrise de la langue pour être considéré comme assimilé au primo-arrivant, et donc il peut être considéré comme FLA, mais non pas comme assimilé au primo-arrivant. Ensuite, un élève qui ne peut pas être considéré comme primo-arrivant car il ne remplit pas la condition de temps de présence sur le territoire, parce que cet élève est arrivé sur le territoire depuis plus d'1 an au moment de son inscription. Cet élève-là ne pourra donc pas être considéré comme primo-arrivant, mais en revanche pourrait être considéré comme assimilé au primo-arrivant. Un exemple ici, prenons le cas d'un élève cambodgien. Donc le Cambodge fait bien partie de la liste OCDE 2012, qui a 5 ans et qui est arrivé en Belgique le 31 juillet 2018, donc depuis plus d'1 an. Cet élève n'a jamais été scolarisé dans l'enseignement de la communauté française. Il pourra alors être considéré comme assimilé au primo-arrivant, à défaut d'être considéré comme primo-arrivant. Et enfin, dernière remarque importante, c'est que les élèves qui ont bénéficié pendant l'année scolaire 2018-2019 de périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement ou de périodes d'encadrement d'ASPA peuvent très bien passer le test de maîtrise de la langue en septembre 2019 et si leur niveau n'est pas jugé suffisant, qu'ils obtiennent un résultat B ou C, ils peuvent tout à fait acquérir le statut FLA et générer encore un encadrement complémentaire pour pouvoir justement les aider à atteindre un niveau de français qui est suffisant. Oui. Et il ne peut pas rester une deuxième année dans le DASPA, parce qu'on dit qu'il fait 24 mois le DASPA, il faut faire 1 an l'année dernière dans le DASPA, et qu'ils obtiennent un C. On peut être considéré cette année-ci comme primo-arrivant ou comme assimilé. Donc ici, quand je parlais de ces 24 mois de moyens complémentaires, je parle bien entendu du nouveau système, donc des moyens d'encadrement complémentaires tels que le prévoit la nouvelle réglementation. Alors, en ce qui concerne les élèves qui ont bénéficié de périodes d'ASPA ou ALE en 2018-2019, ces élèves-là, il faut voir si en septembre, ils ont toujours le statut primo-arrivant. S'ils ont toujours le statut primo-arrivant, alors là, ils peuvent effectivement être inscrits comme primo-arrivant et générer les nouveaux moyens complémentaires pendant 24 mois. S'ils n'ont plus le statut à ce moment-là, la seule solution, c'est de leur faire passer le test pour devenir FLA ou pour devenir assimilé si ça fait moins d'1 an au mois de septembre qu'ils sont inscrits dans l'enseignement de la communauté française. Mais dans l'ancien système, c'était 1 an, et puis 6 mois complémentaires si nécessaire. Et ici, si on les garde dans le DASPA, ils sont dans leurs 6 mois complémentaires. Mais voilà. Parce que tous ils peuvent rester dans le DASPA. Pour certains, 1 an, c'est un peu court. Oui, le nouveau système, effectivement, prévoit aussi que les élèves peuvent rester jusqu'à 1 an et 6 mois dans le DASPA, plus 6 mois sur décision du conseil d'intégration. Alors ici, on est dans un système entre deux, et donc au niveau informatique et au niveau de la faisabilité, la solution, c'est de vérifier que l'élève a le statut ou pas en septembre. Le statut assimilé. Oui. Tout à fait, tout à fait. Je peux jouer là-dessus pour 1 an. Tout à fait. Vous voulez parler dans un DASPA ou vous? Donc, un élève reste dans le DASPA normalement d'1 semaine à 1 an. Il peut être prolongé de 6 mois, voire encore de 6 mois, mais alors il faut une décision du conseil d'intégration. C'est dans le nouveau système. Pour la période transitoire, quand on va créer le principe qu'un élève qui a vécu le DASPA déjà 1 an, qui aurait besoin d'une deuxième année, on lui fait passer l'examen, il a un C, il a oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Mais alors, il va rentrer dans le nouveau système, en fait. Oui, ça, on est bien d'accord, mais nous, c'est par rapport à la DASPA qu'on parle. Oui, d'accord.
Mais dans le nouveau système, il ne peut pas rester dans la DASPA. Si dans un an, il y a après, il viendra un an flat, si je comprends bien, puisqu'il a 2 ans. Un élève. Oui. Un élève vient de vivre un an d'ASPA. Oui. On passe. Alors, un élève a vécu un an d'ASPA. On lui fait passer l'examen, il a un C. Il a assimilé primo, on peut le laisser encore un an dans la DASPA. Ah, il rentre dans le deuxième, dans le nouveau décret. Donc, il peut faire un an d'ASPA et puis il a encore un an flat. Non, parce que s'il il ne peut pas devenir flat après assimiler primo. Oui, mais on ne peut pas lui faire passer des fois le test. Et il Non, rentre voilà. quand même 2 ans dans le cadre. Tout à fait. Donc, il aura été un an dans le DASPA, l'année scolaire passée. Vous lui faites passer le test, il devient assimilé. Et là, il peut encore rester dans le DASPA et bénéficier des moyens liés au DASPA et aux périodes complémentaires. Oui, mais comme les primos avaient 3 ans, c'est un système 1 an et 6 mois. Là, ils seraient dans leurs 6 mois. On peut dire s'ils commençaient cette année-ci, ils seraient primo. Pourquoi ils perdraient le statut de primo? Voilà, ici, c'est vrai qu'on C'est ça, est-ce qu'ils perdent le statut de primo? Mais le statut primo, on l'a, dans tous les cas, le statut primo, on l'a pendant 1 an. Et puis, on perd le statut primo à partir, mais ils vont continuer à bénéficier, à générer des moyens, même s'ils n'ont que le statut primo. Oui, mais quand vous dites que le statut primo est valable 2 ans. Non, le statut, il est valable 1 an, mais il va générer des moyens pendant 2 ans. Oui, c'est la différence C'est une petite entre nuance. la durée du statut au sens strict et la durée pendant laquelle l'élève génère des moyens d'encadrement complémentaires. Et donc, il va générer ça pendant 2 ans encore pour ceux qui étaient déjà statistiques. Quand on passe de l'ancien au nouveau, Normalement, il n'y aura pas de problème. On va voir, il va effectivement, il va passer du statut primo au statut assimilé, un peu exceptionnellement cette année-ci dû aux nouvelles dispositions, mais il va pouvoir continuer. Donc je disais qu'il était primo-arrivant, il a... Voilà. Donc, un élève qui était primo-arrivant l'année scolaire passée et qui fréquentait le DASPA, il va pouvoir effectivement continuer, si c'est nécessaire, à fréquenter le DASPA, mais il faudra effectivement lui faire passer le test et il va avoir le statut d'assimilé si les tests confirment ce statut. Il aura le statut d'assimilé et il va pouvoir du coup rester dans le DASPA et générera aussi des moyens liés au statut d'assimilé pendant 2 ans. Excusez-moi, mais il ne peut pas avoir le statut d'assimilé parce que quand on lit la définition du statut d'assimilé, il doit être dans la fédération locale. Oui, mais ça dépend des cas. Oui, mais imaginons un élève qui est rentré dans l'école l'année passée en novembre. Il a intégré le DASPA, il a fréquenté le DASPA pendant toute l'année scolaire. En septembre prochain, ça fera toujours moins d'1 an qu'il est scolarisé. Pour rejoindre ce que disaient les collègues, c'est qu'un enfant qui a été inscrit au 1er septembre l'année passée pouvait bénéficier du DASPA pendant 1 an et demi. Et maintenant, en fait, il va aller dans le DASPA, il va devoir trouver dans ce qu'on appelle le DASPA. Il faut toujours être dans le DASPA. Oui, mais il a déjà 1 an d'inscription dans une école de la fédération. donc je vais vous demander d'attendre le micro avant de poser votre question, parce que sinon les gens qui sont en ligne n'entendent pas les questions, ils entendent juste un bruit. Donc si vous voulez bien poser votre question de manière synthétique au micro, ce serait super gentil. C'était pas vraiment une question, c'était une constatation. C'est qu'un enfant qui a été inscrit, qui est primo-arrivant, qui a été inscrit au 1er septembre de l'année précédente, avait droit à 1 an et demi de DASPA, alors que maintenant, je veux dire, il ne comptera plus dans le DASPA. Il va pouvoir bénéficier encore du DASPA, mais c'est vrai que s'il est inscrit depuis plus d'1 an dans l'école, il ne pourra plus effectivement acquérir le statut d'assimilé primo-arrivant. Donc il perd son statut sur 6 mois de ce qu'il avait droit. Il peut toujours bénéficier il peut toujours fréquenter le DASPA, hein. Oui, Mais il ne va pas générer les moyens. Celui-là, c'est un petit peu un cas exceptionnel lié aux nouvelles dispositions, c'est qu'il ne va pas lui générer les moyens, mais il pourra bien sûr participer au dispositif DASPA. Donc tu peux fréquenter, mais il n'y a pas de moyen de générer.
Voilà. Donc, en fait, Et là, on est vraiment dans des cas. c'est l'expérience. C'est le cas qu'on vit au quotidien. Même question, même ordre d'idée, un enfant qui a bénéficié pendant 3 ans dans son parcours scolaire de l'adaptation à la langue. Oui. Est-ce qu'on peut lui faire repasser maintenant un test pour voir s'il passe en fait? Oui, ça serait En fait, dans des écoles, je vais, mon quartier entre autres, je fais passer le test à tout le monde. Rien ne vous l'empêche, en tout cas, si vous estimez que c'est nécessaire, oui. Ça va. Donc, une question de nos spectateurs en ligne. Il n'y a donc plus de limite d'âge en primaire, point d'interrogation. De limite d'âge en primaire. Pourquoi? Pour fréquenter les primaires ou pour. Non, c'est pas 3 ans, c'est par rapport aux 3 ans, il y a la limite d'âge primaire, donc vous pouvez mettre en live. S'il n'avait pas fait d'études en primaire Je ne comprends pas bien la question. En fait, chaque élève va pouvoir bénéficier pendant 2 ans de moyens complémentaires si il répond à un des statuts que Jennifer a expliqué. Et tout dépendrait effectivement à quel moment l'élève acquiert ce statut dans sa scolarité. Et à partir de cette date-là, ce sera pendant 2 ans. Bon, je vais me rapprocher. Ça va. On va reprendre juste une question en ligne. Donc, il y a, peut-on envisager de ne pas faire passer l'outil à une partie des élèves en septembre 2019 et le faire en octobre 2020? Si oui, les moyens complémentaires démarqués en 2020 ou 2021 pour 2 ans. Donc, effectivement, si vous inscrivez un élève au 4 septembre 2019 et que vous l'inscrivez en 2e primaire et que sur le moment même vous dites il va s'adapter, il a l'air de comprendre le français comme de scolarisation, et puis que vous voyez par exemple au mois de mars ou d'avril qu'en fait pas du tout et qu'il ne s'en sort pas du tout, rien n'empêche de pouvoir faire alors à ce moment-là passer l'outil d'évaluation et rentrer et les périodes rentreront en vigueur au 30 septembre 2020. Il y a madame qui avait une question et qui a le micro. Je voudrais poser une question par rapport à l'immersion. Pourquoi est-ce que ces élèves-là sont exclus du système FLIR? Qu'est-ce qui explique que les élèves d'immersion ne sont pas concernés par ce système? On accueille aussi dans les sections immersion des élèves qui sont allophones. Au niveau de, c'est un choix qui a été posé parce qu'à partir du moment où l'enseignement est donné dans une autre langue que celle du français, langue de scolarisation, de facto, les élèves sont tous face aux mêmes difficultés et que donc par conséquent, on se trouve à des situations où on allait avoir toutes les écoles en immersion qui pouvaient demander des moyens complémentaires alors que les élèves l'enseignement n'est pas donné en français en termes de tel. Monsieur? Oui, je suis désolé de revenir encore sur la question pour les personnes qui ne sont pas concernées, mais moi j'en ai un pas que, j'en ai plus d'une dizaine qui ont commencé l'année passée, donc comme monsieur, au 1er septembre, les élèves qui étaient dans la DASPA et qui peuvent encore bénéficier pendant 6 mois, ici, si nécessaire, de la DASPA. Nous sommes bien d'accord, il faut rester dans la DASPA et par après passer l'évaluation. Oui, oui, ils peuvent rester dans le DASPA pendant encore 6 mois. Quel statut? Sur le statut de primo arrivant qui ont été prolongés pendant encore 6 mois par le conseil d'intégration. Pas dans le registre. Dans le registre, de toute façon, ils sont. On ne fait pas des registres spécifiques pour les primos, pas les primos. Oui, pour ceux qui fréquentent le DASPA, ils feront partie des élèves qui fréquentent le DASPA et ils seront dans le registre des élèves qui fréquentent le DASPA. Ils vont monter dans les frais. Madame.
Moi, c'est par rapport à la nationalité, parce que vous avez parlé de question de nationalité pour les assimilés primo, en parlant qu'il doit être soit étranger, on est bien d'accord, soit est devenu belge par adoption. Un étranger qui arrive, il fait l'inscription en ayant une nationalité étrangère, et puis pendant les vacances, la nationalité devient belge. Peut-on toujours le considérer comme assimilé primo avec la preuve de la date de nationalité, le changement de nationalité, ou ben là on est un peu mal pris et il devient flat. Ouais, ça dépend à quel moment il est inscrit. Si au moment de son inscription, il remplissait les conditions d'assimilé primo et que par la suite il perd une de ces conditions, ben, on regarde au moment de la date d'inscription quel était son statut pour pouvoir bénéficier des moyens complémentaires. Un exemple très simple. Juin, inscription République dominicaine, oui. Septembre, rentrée belge. Ben, à ce moment-là, il sera flat. Et parce que un mot de français. Vous recevez des moyens, hein. Donc vous allez avoir pendant 2 ans 0,4 période pour cet élève-là pour l'accompagner. Mais on ne peut pas le mettre en place. Il ne va pas générer des moyens, il ne va pas générer des moyens d'ASPA. Bon. Donc moi j'avais 36 périodes au monde ASPA l'année dernière. J'ai eu toujours des moyennes de 20 et on en a eu 24 à 27. Là cette année pour l'instant j'en ai 14, ils vont arriver sûrement, ça je pense qu'ils sont même qu'ils arrivent. Mais si ceux qui étaient l'année dernière ne disent pas tout à fait la même chose, madame ici dit qu'ils peuvent compter encore dans le DASPA. C'est pas ça que vous avez dit. J'ai dit qu'ils pouvaient continuer à bénéficier du DASPA pendant encore 6 mois. Mais ils n'ont pas le statut d'ASPA. Ils n'ont pas le statut de primo arrivant. Non plus le statut de primo arrivant. Voilà. Ni de primo assimilé, donc juste un statut là, alors. Voilà. Ils pourront continuer. Oui, mais en même temps, ils prennent des places. Avant, on organise 2 classes, vraiment groupe classe d'ASPA. Ils vont prendre de la place dans la classe. Je ne peux peut-être plus accueillir d'autres primo arrivants. Rien ne nous empêche d'envisager la possibilité d'immerger ces élèves quelques périodes. Je pense qu'au bout d'1 an en ASPA, vous pouvez aussi commencer à une immersion progressive de ces élèves et envisager qu'ils puissent suivre peut-être des périodes de renforcement en français, en plus de leur... Pour certains élèves, Moldave, etc., ça marche très bien, mais des Syriens qui n'ont jamais été scolarisés, là, je vous assure que ça ne marche pas du tout. Mais il faut vraiment continuer dans le DASPA. Alors, ces élèves-là continuent dans le DASPA. Mais bon, si on n'a pas 20 vrais primo à la fin du mois, on a 12 périodes. Alors j'en avais 36. Moi j'en avais 36, hein, parce que j'avais 24 plus 12 en complément. Pour le calcul de l'encadrement, je pense que c'est une partie qui va être expliquée, donc ce n'est pas... Mais on l'a déjà calculé. 12, voilà, si on n'en a pas 20, on n'a pas 24 périodes. Il faut en avoir 20 vrais primo. Il faut en avoir 20, effectivement, au 30 septembre, pour avoir les 20 périodes. Les 24 périodes, on n'en a que 2. Maintenant, vous allez avoir... 10 à 12, c'est un peu sec. Hein. Il y aura les périodes complémentaires 0,4 que je vais expliquer qui viendront compléter. Voilà. Avant qu'on rentre dans les périodes, il y a quelques questions de nos spectateurs concernant les changements d'école. La question, c'est de savoir si quand un élève change d'école, un assimilé ou flat, doit-on refaire le test dans la nouvelle école ou sera-t-il transféré par l'école d'origine? Et question complémentaire, est-ce que l'école qui a déjà testé l'élève devra le noter sur le doc de changement d'école si l'élève a été testé et si oui, à quelle date? Oui, donc toutes les informations qui concernent les statuts doivent bien le suivre lors des changements d'école. Donc si l'élève a passé le test dans son école de départ, évidemment, il ne doit pas le repasser dans son école d'arrivée. Et donc, on a prévu, une des manières que ces informations suivent bien l'élève, c'est que sur le document de changement d'école, il soit bien mis les informations relatives au statut pour que le directeur de l'école d'arrivée sache bien quel statut a l'élève. Mais par contre, il n'y a pas de document de changement d'école entre chaque site. Donc, il y a de deuxième année qui prend l'école pour
Il peut changer librement, sans changement d'école, mais là, on a fait l'information. On a prévu aussi que puisque c'est des données qui seront encodées dans les applications informatiques, ces données vont suivre l'élève et donc normalement vous allez pouvoir récupérer les informations par rapport à la date de passation du test et par rapport au résultat du test et au statut bien sûr donc, de l'élève qui est d'ancienne. J'avais encore une question qui rejoint un petit peu ce qui avait été posé en ligne. Un enfant qui est inscrit en deuxième maternelle, étant donné que la scolarité n'est pas obligatoire, ils sont pas souvent là, etc., est-ce qu'on peut attendre l'année suivante, voire 2 ans après, qu'ils seront primaires pour faire tous ces tests? Bien sûr. Ok, merci. Derrière, ah oui. Alors, des DASPA, un enfant qui arrive en janvier-février dans un système DASPA, donc je vais l'intégrer à la DASPA s'il était en condition DASPA, le 1er octobre, s'il est en condition DASPA, puisqu'il est depuis moins d'1 an sur le territoire, il va générer 24 périodes, il recommence son système de DASPA. Si au 30 septembre, il est toujours primo-arrivant, il va vraiment être pris en compte pour le calcul des moyens d'ASPA tout à fait normalement. Madame, derrière vous. Moi, je voudrais réagir à la personne qui est intervenue en ligne, qui expliquait à un enfant qui arriverait, par exemple, au mois de mars, qui passerait le test au mois de mars, mais dont ce test ne sera encodé et ne compterait que le 30 septembre pour le futur comptage du 1er octobre. Je m'étonne qu'on puisse faire passer un test en mars, garder les résultats et garder ce résultat du 1er mars pour l'année suivante, le 30 septembre. Oui, mais ça, dans la partie sur le calcul de l'encadrement, je donnerai un exemple de ce type. Il faudra attendre effectivement la date de comptage suivante pour qu'il soit pris en compte. Faire passer un test au mois de mars, forcément, le résultat ne serait pas le même si on faisait passer un septembre. Voilà, mais ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Si vous voulez, quand vous accueillez un élève que vous ne connaissez pas et que vous estimez, vous voulez évaluer quand même son niveau, vous allez faire passer le test assez rapidement, j'imagine, pour savoir quels sont les moyens que vous allez mettre en place, même si vous n'avez pas encore les périodes, parce que les périodes arriveront avec le comptage suivant. Bon. Peut-être, je vais regarder. Voilà, comme ça, vous entendez mieux? Un peu mieux? Je vais me rapprocher du micro. C'est ça. Du coup, j'ai perdu un peu le fil. Je ne sais plus ce que je racontais. Oui, voilà. On prendra un exemple concret avec une situation d'un élève qui passe le test après la date de comptage, avant la date de comptage, et voir ce que ça implique sur la durée d'attribution des moyens. Oui, de nouveau pour la DASPA. En fait, moi je ne passe pas de 36, mais je passe de 43 périodes qu'on avait dans mon établissement à 12 périodes, je suppose. Mais en fait, comme Ben disait, je suis sûr qu'il y a 2-3 familles qui vont arriver. Les familles qui sont parties, c'est des enfants, des familles de 4 enfants. Les périodes, si les enfants arrivent, nous devons attendre encore 2-3 mois comme l'année passée j'ai attendu, ou les périodes vont être débloquées plus rapidement? Mais ici, le nouveau décret permet vraiment un mécanisme automatique d'attribution des moyens. Il y aura plus faudra plus attendre d'avoir les périodes. À partir du moment où le calcul se fera sur base des élèves, votre population du 30 septembre, dès le 1er octobre, vous pouvez utiliser vos périodes. Et dans les applications, ce sera indiqué, vous aurez automatiquement les moyens générés par vos élèves bénéficiaires dès le 1er octobre. Et s'il y en a qui arrivent justement, et ça arrive aussi ça, le 10 octobre, j'ai 2 familles de 4 enfants, vous savez, parfois qui arrivent. Ça se débloquera plus vite qu'avant? Oui, il y a justement un principe qui a été mis en place, donc c'est l'augmentation exceptionnelle,
Donc, si au 30 septembre, vous n'aviez pas assez d'élèves que pour pouvoir ouvrir un DASPA, donc parce que la norme de 8 élèves n'était pas respectée, mais que vous faites face à une arrivée massive après le 30 septembre, vous pouvez effectivement faire la demande de période complémentaire et cette demande est automatique, si vous voulez. Si vous n'aviez pas de DASPA avant le 30 septembre et que vous avez une arrivée massive, donc 8 élèves en plus après le 1er octobre, vous pouvez créer votre DASPA à partir du moment où vous envoyez la demande. Donc, c'est immédiat. Idem si on a 8 élèves pour 12 périodes et qu'on en a 12 élèves d'un coup, on aura automatiquement les 12 périodes. On ne devra pas attendre 2-3 mois. Ça ira plus vite, mais dans le cas où vous avez déjà un DASPA, parce qu'au 30 septembre, vous aviez déjà 8 élèves, et que vous avez une augmentation de plus 8 élèves en cours d'année, vous allez aussi pouvoir avoir des périodes complémentaires, mais là, ce sera sur accord du gouvernement. Mais évidemment, le but, c'est que ça aille plus vite pour que vous puissiez avoir vos périodes complémentaires. Il y avait une dame derrière vous qui voulait le micro. Oui, bonjour. Moi, je fais partie d'un gros PO qui est Escarbé. On a fait un bref calcul et je pense que ce nouveau décret va faire exploser nos moyens d'encadrement maternel et en primaire, parce qu'on avait énormément d'enfants, entre autres en maternelle, qui n'étaient pas reconnus et qui maintenant vont l'être vu leur niveau d'apprentissage. Or, nous sommes déjà en état de pénurie maintenant. Tous nos cadres ne sont pas complétés. Donc, ma question, c'est un quid de ces ouvertures en octobre, parce qu'avoir 16 heures, c'est bien, mais pouvoir les cumuler, tant qu'à faire, c'est mieux. Donc, est-ce que quelque chose a été réfléchi par rapport à ça? Parce que la pénurie, elle est là. Et donc, est-ce que quelque chose va exister? Ça, c'est ma première question. Et par rapport, si j'ai bien compris la lecture de la circulaire, par rapport au fait qu'on doit faire passer ces tests de nouveau, on est dans des grosses écoles, il y a des entretiens individuels pour tous ces enfants. Ce qui me concerne personnellement, j'ai 18 classes et je dois faire passer le test. Peut-être il y aura peut-être une dizaine d'élèves qui ne le passeront pas. Quid en un mois pour faire comment est-ce qu'on va comment ça a été réfléchi et est-ce qu'on va avoir peut-être un petit délai parce que je ne vois pas du tout comment je vais faire passer ce test à 350 enfants, tout faire encoder pour le 30 septembre, tout en donnant cours quand même accessoirement. Et voilà, c'est mes deux questions. Alors, concernant la pénurie des enseignants, c'est sûr que c'est une problématique qui touche pas uniquement les DASPA ou les futurs dispositifs d'accompagnement de classe. C'est une politique qui doit être mise en place pour toutes les fonctions pour lesquelles il y a pénurie. Donc, on ne peut pas uniquement baser une politique sur le dispositif d'accompagnement d'ASPA et je ne peux pas non plus travailler sur des nouveaux décrets en me disant aussi va y avoir la pénurie donc on ne fait rien. Donc ça je ne peux pas non plus travailler dans cette manière de dire que s'il y a pénurie, donc je ne mets rien en place. Donc effectivement, il y a un problème de pénurie. Ce problème de pénurie est pris en charge notamment par les nouvelles dispositions qui ont été prises récemment par le gouvernement au niveau d'un assouplissement au niveau des titres et fonctions et au niveau du renforcement au niveau en matière d'accompagnement des enseignants débutants. Mais la question de la pénurie ne peut pas être un obstacle à la mise en place de nouvelles réformes. Ça, je suis d'accord avec vous, mais concrètement, il faut quand même se rendre compte qu'on va avoir des enfants qui vont générer 24 mois de capital période et qui risquent de ne pas du tout être encadrés parce qu'on n'aura pas le personnel pour les encadrer. Et donc, quid à ce moment-là, si moi, imaginons que j'ai 2 ou 3 temps plein non pourvus, ces enfants ne seront pas encadrés réellement pendant ces 24 mois. Est-ce qu'il y aura des reports d'encadrement si on arrive à prouver qu'ils n'ont pas été encadrés? Enfin, comment ça va se passer? Parce que c'est des enfants qui vont être pénalisés par ce système s'il n'y a pas d'enseignants pour les encadrer. Je ne vois pas très bien la personne qui posait la question. Ah, voilà, Valérie. Ok. En ce qui concerne spécifiquement la pénurie, vous êtes dans une situation où vous n'avez évidemment plus la possibilité d'engager des enseignants
avec le titre requis, donc instituteur. Il y a des pistes qui ont été créées par le décret de l'année dernière de prévoir des fonctions d'encadrement pédagogique. Donc des personnes qui sont très loin du titre. Alors au départ, on s'était dit que ça servirait essentiellement pour le secondaire quand vous avez pas de prof de néerlandais et qu'à la place vous mettez un professeur d'histoire qui donne des exercices de néerlandais, etc. Ou que vous prenez un éducateur qui fait des activités ou qui organise, qui donne de nouveau des exercices de néerlandais donnés par le prof de néerlandais de la classe à côté. Mais dans votre cas, la piste que je vois, c'est de travailler peut-être avec des éducateurs spécialisés. Vous avez la possibilité d'engager des personnes qui sont très loin du titre, puisque cette fonction d'encadrement pédagogique, elle existe. Donc, ce n'est pas un enseignant, on est bien d'accord, c'est pas une solution optimale, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un devant les élèves et qui peut, avec eux, pratiquer le français, organiser des activités en français, et pour peu que vous ayez une ou deux personnes qui ont développé une expertise dans votre école avec des, et j'en ai vu pas mal lors de mes visites, avec des pratiques pédagogiques spécifiques, FLA ou FLE ou DASPA, eh bien, vous avez quand même une possibilité qui est celle-là, qui est d'engager quelqu'un qui est très très loin du titre, puisque la fonction existe. Le minimum, c'est qu'il faut quand même un titre pédagogique. Donc, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, quelqu'un qui a fait le droit. Je donne un exemple comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de piste miracle, mais en tout cas, celle-là, ce serait peut-être pas inintéressant de l'activer. Il y a en tout cas moins de pénurie dans certains titres pédagogiques qu'en instituteur primaire. Et alors, ma deuxième question, c'est par rapport au passage dans les grosses écoles comme la nôtre. Ah oui, on en a, oui. Enfin, moi, j'en ai plusieurs centaines à faire passer. Alors, je ne sais pas comment, oui, tout à fait. C'est clair que quand on a rédigé le décret, on se doutait qu'il y aurait un panel de situations complètement différentes. Et j'en ai entendu dans les intervenants qui sont intéressantes et où je pense des clarifications seront encore nécessaires avec l'administration et on va s'y employer. Je pense notamment à la question précise du statut. Ça doit être, à mon avis, clarifié dans les explications qui sont données ici. Et puis, le fait qu'on est dans une période transitoire, puisqu'on est entre deux décrets, ne facilite pas les choses. Et donc, on n'a pas prévu l'organisation, enfin, quand on a rédigé le décret, on n'a pas prévu l'organisation du cas où il y avait 200 élèves qui devaient passer le test en classe chaude. On se doute que la première année, vous avez raison, ça va être plus compliqué parce que c'est une année transitoire, donc il y aura sans doute des choses qui vont pas marcher tip-top, hein, ça, on en est bien conscient, mais par contre, il y aura une latitude qui sera laissée par rapport au délai pour le passage. Simplement, je vais laisser peut-être Marion expliquer la procédure. C'est clair que c'est à partir du moment où il y a les résultats du test que ça génère des périodes. Donc, on comprend bien l'intérêt pour certaines écoles d'avoir le plus possible des périodes, et en même temps, dans votre première question, vous dites que c'est difficile de trouver aussi les enseignants. Donc, oui, voilà, je comprends bien qu'on est dans un système, et comme Marion l'a dit, on essaye d'améliorer la situation. Elle ne sera pas parfaite, on ne va pas avoir des enseignants partout dans toutes les classes au 1er septembre. La pénurie, elle est là, je pense qu'elle est là aussi, je disais encore un article la semaine dernière en Flandre, avec des sonnettes d'alarme qui sont tirées un peu partout. De notre côté, on a essayé de mettre en place l'année dernière à travers le décret titre et fonction et le décret pénurie des solutions qui sont en fait parfois des embâches sur des jambes de bois. On est bien conscient, la seule vraie solution, c'est d'attirer aussi des personnes vers le métier. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille de manière plus large que sur un ou l'autre texte. Mais Marion, peut-être pour la question de la passation. Voilà. Donc, au niveau de la passation, effectivement, comme Madame la ministre vient de le signaler, il y a effectivement, on va avoir un grand nombre d'élèves qui vont devoir passer le test. Maintenant, c'est un petit peu, le test peut être passé à tout moment de l'année et vous avez une bonne date de comptage pour les assimiler le 15 janvier. Donc, si vous n'avez pas pu les prendre en compte là au 30 septembre, vous pouvez encore les prendre en compte pour le 15 janvier. Donc ça, il y a possibilité
de pouvoir également leur faire, de faire passer l'outil d'évaluation durant cette période-là. Rien n'empêche aussi, comme vous dites, que ça va générer énormément de nouveaux élèves qui n'avaient pas droit aux périodes FLA et qui maintenant vont pouvoir en bénéficier. Rien n'empêche de se dire, ben voilà, de pouvoir dire, ben ces élèves-là, je les fais passer, je fais passer le test. Je vois un peu comment ils s'adaptent aux enseignements des classes. Je regarde si j'arrive à s'adapter. Sinon, je fais passer le test un peu plus tard et ils comptent alors à ce moment-là pour la prochaine date de comptage. Voilà. Donc effectivement, après, une fois qu'on aura ce flux qui sera résorbé, alors à ce moment-là, ce sera évidemment beaucoup plus facile puisqu'il y aura moins d'élèves à faire passer. Je pense qu'on va peut-être passer à la suite. Je vais essayer de me rapprocher du micro pour être sûr que voilà. Donc, après avoir développé en détail les 3 catégories d'élèves bénéficiaires, moi, je vais vous parler maintenant des moyens que ces élèves vont générer, combien de périodes, pendant combien de temps et les dates de comptage. Alors, pour ce faire, je vais distinguer les élèves bénéficiaires en 2 groupes. D'une part, les élèves FLA et d'autre part, les élèves primo-arrivants et assimilés, parce qu'on verra qu'il y a des règles de calcul un peu spécifiques, donc selon ces 2 groupes. Alors, je vais d'abord parler donc de l'encadrement des élèves FLA. Chaque élève FLA va générer 0,4 périodes pendant 2 ans, et ce, quelle que soit la date à laquelle ils acquièrent ce statut FLA. Donc, c'est un peu la question qu'on avait posée tout à l'heure. Je vais, par 2 exemples, vous montrer. Voilà, prenons le premier exemple. C'est un élève qui acquiert le statut FLA le 20 septembre 2019. Voilà, il a passé le test et le test vient confirmer qu'il peut bien avoir ce statut. Donc, il sera pris en compte pour l'encadrement FLA aux dates de comptage du 30 septembre 2019 et l'année scolaire suivante, au 30 septembre 2020. Prenons maintenant une autre situation où l'élève acquiert le statut FLA le 11 octobre, on est juste après la date de comptage. Alors pourquoi? Soit il est arrivé dans l'école à ce moment-là, ou soit vous n'avez pas eu le temps de faire passer le test durant le mois de septembre. Donc il acquiert le statut FLA le 11 octobre 2019. Donc pendant 2 années, il va générer des moyens et donc il va compter alors pour la date de comptage du 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021. Donc ça répond un petit peu à la question qui avait été posée, je pense, par quelqu'un dans la salle et aussi par quelqu'un qui suivait notre exposé. Il n'y a pas de comptage FLA au 15 janvier. Donc là, j'y viens. Donc il y a vraiment, pour les élèves FLA, il y a une seule date de comptage par année scolaire. C'est donc le 30 septembre. Et l'encadrement qui va être déterminé sur base de ce comptage sera valide du 1er octobre au 30 septembre suivant. C'est un peu comme le mécanisme précédemment pour les ALE. Hein. C'est un peu le même timing par rapport à l'attribution des moyens. Alors, ce qu'il est intéressant aussi de souligner, c'est que le calcul de l'encadrement est bien effectué par implantation et même par niveau. On ne va pas globaliser l'ensemble des FLA de votre école. On va vraiment faire un calcul distinctement par niveau et par implantation. On appliquera un arrondi mathématique, sauf dans le cas où le niveau ne compte qu'un seul élève FLA, puisqu'il va générer 0,4 périodes. Là, on arrondira l'unité supérieure, il va bien générer une période. Le plus simple, c'est de l'illustrer par un exemple. Voilà une situation au 30 septembre 2019 d'une école à 2 implantations.
L'implantation A est fondamentale. Elle compte 9 élèves FLA en maternelle et 1 élève FLA en primaire. Et dans l'implantation B qui est primaire, l'élève compte 5 élèves FLA. Donc, comme je l'ai souligné, c'est vraiment par niveau qu'on va déterminer les périodes. Donc, ça fera 9 élèves dans l'implantation A en maternelle. On multiplie par 0,4. Ça nous fait 3,6 périodes. On arrondit mathématique, ça nous fait 4 périodes pour le niveau maternel de l'implantation A. Calcul pour l'élève primaire de cette implantation-là. Un élève, 1 fois 0,4, ça fait 0,4 périodes. Petite exception, là, on n'arrondit pas, mais on attribue une période, on fait un arrondi à l'unité supérieure. L'implantation primaire, elle compte 5 élèves là, 5 fois 0,4, ça nous fait 2 périodes. Cette implantation bénéficiera de 2 périodes. Donc on voit que globalement, l'école bénéficie de 7 périodes FLA, je vais les appeler FLA, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Voilà, c'est un peu le calcul un peu le plus simple. Maintenant, on va passer au deuxième groupe d'élèves, donc l'élève des assimilés, des primo-arrivants et des assimilés. Les élèves primo-arrivants et assimilés, eux, génèrent 2 types de périodes complémentaires. D'une part, les périodes 0,4, un peu selon le même principe que je viens d'expliquer pour les FLA, mais vous allez voir, il y a des petites différences. Et puis les périodes d'ASPA. Alors, il est important aussi de signaler que en maternelle, actuellement, pour le calcul du cadre de base d'une école, les élèves placés et les élèves primo-arrivants comptaient avec un coefficient préférentiel 1,5 pour déterminer le nombre d'instituteurs maternels dans l'école. Ici, vous allez pouvoir compter aussi les élèves assimilés aux primo-arrivants au coefficient 1,5. Donc en maternelle, ce sont uniquement les élèves de 3e maternelle qui peuvent avoir ce statut d'assimilé. Mais vous pourrez, si vous en avez dans votre école, vous pourrez également, donc en plus des moyens complémentaires qu'ils vont générer, ils vont compter pour 1,5 pour le calcul de base de vos emplois d'instituteurs maternels. Alors donc, 2 types de périodes pour les primo et les assimilés, les périodes 0,4, les périodes d'ASPA. Je vais ici un peu développer les périodes 0,4 et voir un peu les différences avec le calcul pour les élèves FLA. Alors, à nouveau, chaque élève, primo-arrivant et assimilé, va générer 0,4 périodes pendant 2 ans. Donc, ils vont être pris en compte chaque fois qu'il y a des dates de comptage pendant 2 ans à partir de l'acquisition du statut. Donc, pour le primo, ce sera à partir de sa date d'inscription, de sa première date d'inscription dans une école de la communauté française. Pour l'assimilé, ce sera à partir de la date de passation du test. Et donc, ce sera vraiment à partir de cette date-là que vont couvrir ces élèves. La différence avec le comptage des élèves FLA, c'est qu'ici, nous avons bien 2 dates de comptage par année scolaire. Systématiquement, on va compter les assimilés et les primos le 30 septembre et le 15 janvier, et on va voir qu'il y aura une possibilité d'ajuster ces fameuses périodes 0,4 sur base du comptage du 15 janvier, donc à partir du 16 janvier. Alors ici, je crois que c'est assez bien. Non. À nouveau, le calcul de l'encadrement se fait par implantation et par niveau. Je vous ai remis un petit exemple, hein, c'est toujours plus parlant. Donc ici, nous avons une implantation
Une école avec 2 implantations. Une implantation A qui est maternelle, qui compte 3 primos et 4 assimilés. Donc ça fait 7 élèves bénéficiaires en tout. On multiplie ces 7 élèves par 0,4. On arrondit, donc ça fait 3 périodes pour les maternelles. On peut faire le même calcul pour les primaires. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une école, d'une implantation primaire avec 11 assimilés. On multiplie ces 11 élèves par 0,4. On obtient donc ici 4 périodes avec l'application de l'arrondi mathématique. On voit que l'école va bénéficier donc de 7 périodes pour encadrer les assimilés et les primo-arrivants. Et ces 7 périodes seront attribuées du 1er octobre au 30 juin. Donc, petite nuance aussi avec les élèves, la comptabilisation et le calcul des FLA, c'est qu'ici, vous voyez que ça s'arrête au 30 juin. Pourquoi ça s'arrête au 30 juin? Parce qu'on a la deuxième date de comptage au 15 janvier qui va venir déterminer le calcul du mois de septembre suivant. Donc, date de comptage 30 septembre détermine l'encadrement du 1er octobre au 30 juin. La date du 15 janvier va déterminer l'encadrement de la rentrée suivante, du mois de septembre suivant. Donc, du 1 du 9 au 30 du 9. Mais en plus, ce comptage du 15 janvier va pouvoir générer peut-être un ajustement de cet encadrement 04 à partir de cette date du 15 janvier. Dans quelles conditions? Si vous avez une variation positive du nombre de primos et d'assimilés de plus de 10% entre le 30 septembre et le 15 janvier. Donc là, si on a une variation de plus de 10%, on va pouvoir recalculer ces fameuses périodes 0,4 de la même manière, mais on va se baser alors sur le comptage donc, du 15 janvier. Le législateur a prévu également un recomptage à la baisse, mais dans une situation, ce sera à mon avis beaucoup plus exceptionnel. C'est vraiment s'il n'y a plus aucun élève primo arrivant ou assimilé primo arrivant au 15 janvier dans l'école. À ce moment-là, effectivement, il y aura un recomptage à la baisse. Et donc la perte du bénéfice des périodes 0,4. Mais c'est vraiment la seule situation. Sur cette dia, un petit exemple de recomptage à la hausse. Le 30 septembre, l'implantation, là j'ai pris un exemple avec une seule implantation. L'école compte 11 élèves assimilés en primaire, 6 élèves en maternelle. Donc, ça génère 4 périodes pour les primaires, 2 périodes pour les maternelles. Le 15 janvier, on peut imaginer que pendant le premier trimestre, une famille, 2 familles, peut-être de nationalité polonaise, vient s'inscrire dans votre établissement. À la date du 15 janvier, l'implantation va compter 14 assimilés en primaire, 8 en maternelle. Donc là, on voit déjà qu'on passe de 11 en primaire à 14. Là, on a déjà une variation de 10%. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de ce recomptage. Pareil en maternelle, vous êtes à 6 élèves assimilés, vous passez à 8 le 15 janvier, avec 2 élèves en plus. Vous êtes déjà dans une situation d'augmentation de plus de 10%. Et donc, on va recalculer pour chacun des niveaux le cadre 0,4. Donc, on voit que le 15 janvier, on a 14 élèves. On va passer du coup à 6 périodes pour les primaires, 3 périodes pour les maternelles. Donc là, il y a un gain de 3 périodes pour l'école dès le 16 janvier. Ça va, c'est clair? On répondra peut-être aux questions par la suite. Alors maintenant, donc ça c'était le mécanisme de calcul pour les périodes 0,4 pour les primos et les assimilés.
Mais comme je l'ai dit et comme on l'a déjà évoqué ensemble, les primos et les assimilés vont aussi générer des périodes d'ASPA. Alors, pour rappel, qui peut être inscrit dans un DASPA? Ce sont les primos et les assimilés de 3e maternelle à la 6e primaire. Ça, c'est nouveau aussi, puisque précédemment, les élèves de maternelle, normalement, ne participaient pas au mécanisme d'ASPA. Donc ici, c'est bien de la 3e maternelle à la 6e primaire. Ça s'applique bien aux élèves de 3e à la 6e primaire. Pour être inscrit dans un DASPA, il faut avoir le statut au sens strict le jour d'entrée dans ce DASPA. Et le texte dit qu'il faut aussi avoir l'accord des parents. Deux exemples. Un enfant de nationalité syrienne qui arrive en Belgique, qui est arrivé en Belgique le 6 mai 2019. Il s'inscrit dans une école le 6 septembre 2019. Il est primo-arrivant au moment de son inscription. Il peut être inscrit en DASPA et alors il va compter, ou bien il va bien compter pour l'encadrement du DASPA au 30 septembre. Le 6 mai 2020, ça fait plus d'un an qu'il est sur le territoire, il perd le statut primo-arrivant au sens strict, mais il peut continuer et il peut être inscrit toujours dans le DASPA au-delà de la fin de son statut au sens strict. Deuxième exemple, pour vous montrer qu'il faut bien être inscrit dans le DASPA pour générer les moyens DASPA. On va prendre le cas d'un primo-arrivant qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est inscrit en 5e primaire dans une école, il maîtrise le français, donc ni ses parents ni l'école n'estiment qu'il doit être inscrit dans le DASPA. Donc malgré qu'il soit primo-arrivant, cet élève-là ne va pas ne va pas participer au calcul du cadre DASPA. Donc il faut bien comprendre cette notion d'inscription dans le DASPA pour générer les moyens, ça paraît logique, mais il faudrait aussi le spécifier dans vos dossiers administratifs et informatiques pour que ça génère ou pas les moyens. Donc, comme on l'a déjà souligné, pour générer ces moyens d'ASPA, il faut un minimum de 8 élèves inscrits dans le DASPA. Ici, contrairement aux périodes 0,4, le calcul de l'encadrement se fait globalement pour l'école. On va vraiment additionner globalement les primos et les assimilés pour calculer le nombre de périodes générées. Les 8 premiers élèves inscrits dans le DASPA génèrent 12 périodes, donc à mi-temps pour les primaires. Et par tranche de 12 élèves supplémentaires, on augmente de 12 périodes le cadre d'ASPA. Ici, une seule date de comptage, le 30 septembre. Et l'encadrement sera valable du 1er octobre au 30 septembre suivant. De nouveau, un petit exemple simple. C'est le nombre, ici vous avez sur la dia le nombre d'élèves inscrits en DASPA au 30 septembre 2019. Si vous n'avez que 3 primo et 4 assimilés, ça fait un total de 7. Vous n'avez pas de période d'ASPA. Vous allez pouvoir avoir les périodes 0,4, mais pas les périodes d'ASPA. Si vous en avez 8, 12 périodes. Et il vous faudra 20 élèves primo et assimilés inscrits dans l'ASPA pour pouvoir bénéficier de 24 périodes, donc 8 pour les premiers élèves inscrits et 12 périodes pour les 8 premiers élèves inscrits dans l'ASPA et 12 périodes pour les 12 suivants. Alors, pour vous aider à calculer tout ça, et pour nous aider nous aussi à calculer tout ça, il a fallu donc adapter les applications informatiques. Primevert est l'application qui calcule le cadre de chaque école.
Donc on a adapté, on a mis à jour cette application pour intégrer les nouvelles dispositions du décret. Un écran spécifique d'ASPA FLA, on l'a intitulé comme ça, c'est pas très original, mais voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a un écran spécifique qui a été créé dans les dossiers population 30 du 9 et dans le dossier encadrement 1 du 10. Donc, quand vous rentrerez dans l'application, dans le dossier encadrement 1 du 10, automatiquement, vous allez voir apparaître les périodes 04 pour les élèves FLA, les périodes 04 pour les élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants, et les périodes d'ASPA, si vous avez un minimum de 8, les périodes d'ASPA s'afficheront aussi à l'écran, donc normalement ça devrait bien vous aider aussi pour déterminer votre cadre. On va développer, mais ça on n'est pas encore prêt, mais on a encore un peu de temps, on va développer évidemment un outil, un écran aussi dans Primevert pour pouvoir calculer votre ajustement de période sur base du comptage du 15 janvier. Mais Primevert, bon, on va déterminer le calcul automatiquement, mais Primevert va lire les informations d'anciel. Donc Primevert déterminera automatiquement le nombre d'élèves bénéficiaires FLA primo assimilés en allant analyser ce que vous avez renseigné d'anciel. Donc il faudra absolument que dans le statut des élèves soit renseigné d'anciel ou dans Proeco ou dans Creos, selon ce que vous utilisez dans votre établissement scolaire. Pour le statut assimilé et pour le statut FLA, puisque c'est à partir de la date d'acquisition du statut que les moyens vont être calculés, on demandera, donc vous allez devoir nous signaler quel est le statut de l'élève et il y aura l'information par rapport à la date de passation du test et le résultat du test. A, B ou C. Alors voilà, ici un petit récapitulatif des démarches à effectuer durant le mois de septembre, puisque les moyens ne seront calculés et les nouveaux moyens ne seront octroyés qu'à partir du mois d'octobre, mais il y a déjà des petites démarches à faire effectivement durant le mois de septembre. On l'a dit, c'est faire passer les évaluations pour les assimilés et pour les FLA. Surtout si vous souhaitez que ces élèves soient pris en compte au comptage du 30 septembre. On a vu que si vous les reportez un peu pour certains, ils vont pas perdre le bénéfice des moyens, ce sera juste reculer dans le temps. Il n'y a pas de perte, en tout cas pour les FLA. N'oubliez pas d'encoder dans vos applications le statut des élèves, sinon les moyens ne vont pas se générer automatiquement, et de bien spécifier si l'élève primo-arrivant ou l'assimilé fréquente le DASPA. Alors j'attire un petit peu l'attention sur le fait que si vous n'organisez pas de DASPA, mais que vous pensez avoir le nombre d'élèves suffisant pour en ouvrir un au 1er octobre, il faudra déjà mettre dans votre application, même si vous n'avez pas encore le DASPA, vous devrez indiquer que vous l'inscrivez dans le DASPA, sinon les calculs ne pourront pas s'opérer correctement. Donc, l'intention d'ouvrir un DASPA devra déjà être manifestée dans les applications informatiques en inscrivant les élèves primo-arrivants ou assimilés dans le DASPA pour que le calcul s'opère automatiquement sur base de ce comptage du 30 septembre. Alors ici, je vais évoquer la possibilité d'établir des conventions de partenariat entre plusieurs écoles pour l'organisation du DASPA. C'est pas une nouveauté, hein, ça existait déjà. Donc le principe c'est qu'il y a une école porteuse qui elle organise un DASPA. Il faut que l'école porteuse ait au moins 8 élèves
primo-arrivants ou assimilés. Elle peut donc établir une convention de partenariat avec une ou plusieurs autres écoles partenaires. Le calcul se fera tout à fait de la même façon, à part qu'ici, on va globaliser les élèves primo-arrivants et assimilés pour déterminer le cadre global de ce partenariat. Et donc, non seulement on va globaliser les élèves pour le calcul des moyens d'ASPA, on va aussi globaliser les élèves pour le calcul des moyens 0,4. Les écoles ont ensuite la possibilité, en tout cas le partenariat pourra alors décider de la manière dont il répartit les moyens entre les différentes écoles partenaires. Petite remarque, on n'arrivera pas à gérer ça de manière informatique pour cette rentrée-ci, donc les partenariats ne seront pas, les moyens des partenariats ne seront pas calculés dans une application informatique, donc là ce sera des documents, un formulaire papier qu'il faudra nous renvoyer pour les écoles qui souhaitent conclure une convention de partenariat. C'est une remarque importante qui ne se retrouve pas sur la DIA, c'est que les conventions sont, le décret précise que les conventions sont prises pour 2 ans. Donc le partenariat, voilà, il est fixé pour 2 ans. Petite conclusion, je pense que pour la partie calcul de l'encadrement, je vais terminer. Petite conclusion de cette présentation du matin. Donc 3 catégories d'élèves visées par le nouveau décret. Ça maintenant, je pense que tout le monde l'a bien compris. Les primo-arrivants, les assimilés aux primo-arrivants et les FLA. Une évaluation des évaluations ont été élaborées pour déterminer les statuts pour les assimilés et pour les FLA. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Les élèves FLA génèrent 0,4 périodes, une date de comptage, 30 septembre. Les élèves primo-arrivants et assimilés génèrent 2 types de périodes, les périodes 0,4 et les périodes d'ASPA, avec une possibilité d'ajuster les périodes 0,4 le 15 janvier pour cette catégorie-là. Les nouveaux moyens seront attribués à partir du 1er octobre. Pour le mois de septembre, on prolonge les moyens que vous avez reçus l'année scolaire passée. Pour les moyens d'ASPA et les périodes aérées sont prolongés d'un mois. Et donc, on va intégrer toutes ces nouvelles dispositions dans les applications Ciel, Prime Vert et Proeco et Créos doivent aussi s'ajuster pour pouvoir nous envoyer les bonnes informations et déterminer les calculs correctement. Voilà, merci. Et on va prendre maintenant de nouvelles questions. Si vous avez des questions sur cette partie. Et là va passer le micro, donc je vous demande de lever la main bien haut. En attendant qu'elle apporte le micro, j'ai une question d'un spectateur qui demande qu'en est-il des élèves du 6e primaire qui pourraient bénéficier des moyens complémentaires dès octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe quand ces élèves-là vont passer en secondaire? Ça dépend un petit peu le type d'élève. Si c'est un élève qui est FLA, ben là évidemment les moyens s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de FLA dans le secondaire. Par contre, si c'est un élève qui est primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant, les moyens sont prolongés dans le secondaire. Deuxième question, faudra-t-il l'accord des parents pour faire passer le test? Je ne pense pas que le texte le prévoit. C'est pas prévu. Madame? Bonjour. Plusieurs petites questions, c'est super intéressant. Maintenant, moi, j'ai énormément de primo-arrivants, mais je n'ai pas de classe d'ASPA, parce que les primo-arrivants, ben,
La deuxième maternelle et la sixième primaire, donc je ne les mélange pas. Mais ça veut dire que j'organise quand même un DASPA ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire organiser un DASPA? Alors, un DASPA, c'est fondamental. un DASPA est un dispositif. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement, je n'aime d'ailleurs pas très bien le terme classe DASPA, parce que c'est vraiment un dispositif. C'est-à-dire que les écoles ont une autonomie du point de vue de leur organisation. On peut très bien avoir des écoles qui vont intégrer ces élèves directement dans leur classe d'âge et prévoir des heures de période d'accompagnement. On peut très bien, et ces heures d'accompagnement peuvent être des heures prises sur l'encadrement d'ASPA, donc on peut très bien avoir 2 enseignants dans la classe à un moment donné du cursus. On peut très bien envisager qu'un enseignant prenne en charge ses élèves à certains moments de la journée. Par conséquent, voilà, c'est une possibilité, le DASPA est vraiment une possibilité de laisser l'autonomie des établissements. Par exemple, dans le cas où vous dites que vous avez 2 élèves de primo-arrivants dans le maternel, 2 élèves en 3e primaire et 2 élèves en 5e et 2 élèves en 6e, vous avez vos 8 élèves. Donc, vous avez droit non seulement au capital période que génèrent ces élèves, mais le 0,4 et les 12 périodes d'ASPA. Les 12 périodes d'ASPA peuvent servir pour un enseignant qui fait de la coordination, qui fait un suivi de ses élèves, spécifiquement au français. Des choses Alors, les 12 périodes, c'est en plus des 0,4 par enfant? Oui. Oui, oui. Voilà. Donc, les 0,4, ce sera automatique, ce sera pour tout le monde. Les 12 périodes, ce sera si vous comptez au minimum 8 élèves, primo ou assimilés, inscrits dans l'ASPA. D'accord. Autre question encore. Donc, j'ai bien compris que mes périodes ALE, c'était jusqu'au 30 septembre. Après, vous dites que les périodes au 1er octobre, qu'on va avoir, ce sera jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 30 septembre de l'année suivante? Ça dépend lesquelles. Donc, les périodes FLA, elles seront attribuées du 1er octobre au 30 septembre suivant. Les périodes d'ASPA aussi, c'est le même timing. Par contre, les périodes 0,4 pour les primos et les assimilés, donc là, le comptage du 30 septembre va déterminer un cadre allant du 1er octobre au 30 juin. Le comptage du 15 janvier va déterminer le cadre 0,4 des assimilés et des primos du mois de septembre suivant. Mais il déterminera aussi ce comptage. Si vous avez une variation de plus de 10% de la population primo et assimilée, si vous avez une variation de 10%, alors là, on va faire on fait un recalcul des périodes 0,4 à cette date-là. Ça va? Oui. Encore une question. Pour le 15 janvier, vous dites qu'il y a un deuxième comptage le 15 janvier. Ça se pourrait que le 16 janvier, le 16, oui, j'ai des périodes supplémentaires ou oui, c'est un comptage qui va me... C'est automatique, hein, c'est comme actuellement, vous avez votre comptage du 30 septembre, vous avez votre cadre maternel qui est calculé dès le lendemain. Enfin, ce sera pareil pour ces périodes-là. Donc, il y aura un calcul automatique et vous allez bénéficier sur base de votre comptage du 15 janvier, si vous êtes dans les conditions, vos périodes complémentaires 0,4, puisque ce sont les seules qui sont revues, seront revues pour les primos et les assimilés. D'accord. Nous avons reçu la circulaire vendredi avec les tests. Oui. Hein, donc à faire passer dans les différentes années. C'est nous qui nous occupons de faire photocopier et tout pour tous les élèves, ou va-t-on recevoir tous les... Mais moi, je pense que les tests, comme ça va être abordé, ce sera l'exposé suivant. Peut-être que tu vas en parler, je ne sais pas. Oui, alors donc par rapport au fait des copies des tests, donc il n'a pas été envisagé une fourniture des tests dans les écoles puisqu'on ne sait pas très bien combien d'élèves sont concernés par les écoles. Donc voilà, les copies sont faites par les écoles.
Super. Est-ce que le PowerPoint que vous nous projetez gentiment, est-ce qu'on l'aura à disposition? Les PowerPoint ainsi que les vidéos, les moments de pause, etc. seront mis à disposition. On ne sait pas encore si ce sera sur renseignement.be ou si on vous enverra un lien. En tout cas, tout sera disponible. J'en profite, j'ai une petite question en ligne qui demande, deux questions un peu apparentées. J'ai 12 périodes de DASPA en ne comptant que les enfants du primaire. J'ai 2 élèves de M3. Si je les inclus dans le DASPA, ils comptent toujours en maternelle car ils y resteront toute une partie de la semaine et ils sont également dans le registre d'ASPA, point d'interrogation. Ben, les élèves de maternelle, de 3e maternelle, si l'école décide de les inscrire dans le DASPA, ils vont pouvoir bénéficier du dispositif, et comme on l'a souligné, ce n'est pas spécialement une classe, un dispositif, donc, mais ils devront bien sûr bénéficier des moyens qu'ils ont générés. Ok, et donc il n'y a pas de registre d'ASPA. Voilà, ça on va préciser exactement, mais il n'y a pas, si ce n'est pas une classe d'ASPA, je ne vois pas très bien comment, on va pas faire un registre spécifique, mais il faudra qu'on ait effectivement le renseignement, et ça je pense qu'on l'aura dans le siège, dans la mesure où on aura l'information que l'élève est inscrit dans le DASPA, et il faudra pouvoir s'assurer que l'élève bénéficie bien des moyens qu'il a générés. Ok, merci. Bon, j'ai une question ici concernant les cas. Imaginons qu'au 1er octobre, on octroie 12 périodes concernant le cas. 9 en primaire et 3 en maternelle, par exemple. Donc, je les maintiens bien durant toute l'année scolaire, mais si l'enfant, un voire plusieurs enfants, quittent l'établissement par après cette date du 1er octobre. Oui, parce qu'il y a un seul comptage le 30 septembre, et donc votre encadrement du 1er octobre. On maintient quand même les 12 périodes, même si vous dites. Voilà, deuxième question, donc 9 périodes en primaire et 3 en maternelle. Est-ce que je garde mon autonomie de décision, de les ajuster, par exemple, avec 12 autres périodes pour créer un emploi primaire, ou obligatoirement 3 périodes doivent revenir au niveau primaire? Donc, à ce niveau-là, on a prévu effectivement la possibilité qu'un institut maternel puisse être utilisé dans des périodes primaires, ou inversement, qu'un institut primaire puisse également pouvoir bénéficier de périodes maternelles. C'est un ajustement qu'on a fait dans le cadre du décret titre et fonction. Donc, effectivement, vous pouvez très bien envisager de créer des créer un emploi pour primaire. Maintenant, vous avez, 6 périodes dans le maternel et 18 périodes dans le primaire. Vous pouvez faire un emploi primaire tout en sachant que les périodes qui reviennent quand même au maternel. Voilà, exactement. Qu'il faudra que les 6 périodes soient bien données pour les petits du maternel. Dans le cadre de ceux qui ont déjà une DASPA avec un partenariat déjà mis en place, se prolonge-t-il d'office ou doit-on aussi refaire? Il faut faire une convention. Et dans le cas où nous avons déjà mis la classe DASPA, où le prof était en plein, tous les élèves en plein, on peut donner 2 périodes d'éducation physique. Est-ce qu'il est prévu de pouvoir mettre 2 périodes d'éducation physique en plus, comme pour les autres classes, ou on doit les prendre dans le taux d'ASPA? Dans ces élèves compte pour le capital période, donc ils génèrent du capital période en plus. Donc ça veut dire qu'on prend ces élèves sont comptabilisés comme les autres élèves. Et donc, il n'y a pas de période en plus. Voilà, il n'y a pas de période en plus. Non. Si vous voulez faire une classe avec 2 périodes d'éducation physique, il faudra prévoir sur votre capital période, ça peut être sur base de reliquats, ça peut être sur base de période d'adaptation, et vous allez les utiliser alors pour une fonction d'éducateur. On peut les prendre dans les FLA ou dans la DASPA, dans les périodes d'ASPA, les 12 périodes d'ASPA, on peut. Oui, je pense. Oui, c'est prévu, oui. Par rapport à la formation des enseignants, vous en parlez après, oui, ce sera abordé aussi. Oui. Parce que je veux dire, on a un DASPA depuis plus de 15 ans, nos professeurs sont formés,
et ils donnent même des formations, et puis on me dit non, on va aller se former quand même pour avoir le titre fleuve, je ne sais pas quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, j'aimerais bien des précisions là-dessus. On a fait reconnaître des compétences particulières. Et on en parle après. Classe d'ASPA, il faut avoir un registre, on vous entend, je vous écoute. C'est pas nouveau, hein, je veux dire. Avant, j'avais un registre parce que je rappelais. Mais si vous organisez vraiment une classe d'ASPA, dans la mesure où les registres sont tenus généralement par classe, ben vous allez tenir un registre pour votre classe d'ASPA. Maintenant, si l'école s'organise tout à fait différemment et le dispositif ne se concrétise pas par une classe, ben les élèves seront sans doute sortis de la classe à certains moments de leur classe, donc ils seront plutôt renseignés dans leur classe d'âge à laquelle... et il faut savoir aussi que les vérificateurs, il y avait une moyenne à faire dans l'ancien dispositif, il fallait faire une moyenne sur 2 ans, donc voilà, c'était peut-être pour ça aussi qu'il y avait une attention plus particulière à la tenue de renseignements par rapport à la fréquentation. Je peux bien mettre dans le registre de la classe, plus dans le registre de la classe. Voilà. De toute façon, la règle est la suivante, c'est qu'on pointe dans le registre l'élève s'il fréquente la majorité de son, si la majorité de son temps est passé dans cette classe. Par rapport à la vérificatrice qui vient vérifier nos ALE, nos primos et tout ça pour le comptage, je présume qu'au niveau des primos, rien ne change, qu'il faut fournir toujours les mêmes documents à la vérificatrice. Et pour tout ce qui est assimilé, primo et FLA, à l'exception du test, est-ce qu'on a autre chose à devoir fournir comme des compositions de ménage ou des choses comme ça comme avant, ou est-ce que juste le test suffit? Parce que je présume qu'on va quand même vérifier notre encodage. Le vérificateur, il doit juste avoir les éléments qui lui permettent de confirmer le statut de l'élève. Donc, pour l'assimiler, il faudra qu'il ait la nationalité, puisqu'il doit être de nationalité étrangère, et il devra pouvoir voir, enfin, il devra avoir accès aux résultats du test et à la date du test. Donc, pour les FLA, uniquement le test, et pour les assimilés, la preuve de nationalité. Voilà. Ok, merci. Ça, c'est pour les primo-arrivants, ça, c'est... Ah oui, et les assimilés, il faut aussi, il y a encore une condition, c'est qu'ils soient depuis moins d'1 an dans une école de la communauté française, mais ça, on a l'information. Oui, bonjour. Dans le même cadre, est-ce que le vérificateur a le droit d'interroger l'enfant? Non. Ok, donc c'est uniquement le test. Oui, pour vérifier qu'il a bien un niveau qui n'est pas suffisant, c'est via le test uniquement. Ok, merci. Et alors, dans un second temps, là je me demande à la même dépense, donc pour le moment, les écoles qui sont en immersion ne peuvent plus, si on lit bien le texte, disposer des périodes FLA, voire même d'ASPA. Alors que nous avons des écoles en immersion, je pense à la langue anglaise, où des enfants pakistanais hindous fréquentent ces écoles-là parce que justement, ils maîtrisent un peu l'anglais et que donc, à 8 ans, ils sont en immersion dans la langue qu'ils maîtrisent, mais ils ne maîtrisent pas le français. Alors, est-ce que quelque part, ce n'est pas discriminatoire pour un enfant qui vient du Pakistan, qui parle anglais, qui va dans une école en immersion pour pouvoir suivre son enseignement dans la langue qu'il maîtrise? C'est un décret sur l'apprentissage de la langue française. Je ne peux pas, c'est le renforcement de la langue d'apprentissage qui est utilisée en communauté française, qui est le français. Je ne sais pas donner des périodes d'accompagnement complémentaires à des élèves qui bénéficient d'un enseignement en anglais. Je comprends hein, votre question. Je comprends effectivement que ce sont des élèves un Pakistanais qui arrive dans l'enseignement qui n'est pas en immersion et un Pakistanais qui est en immersion, effectivement, va recevoir des périodes ou pas en fonction de l'école où il se trouve. Mais d'un point de vue de la nature même de l'école,
Sinon, parce qu'alors à ce moment-là, je donne des périodes de français langue d'apprentissage, des périodes là à tous les établissements en immersion linguistique, alors que ce n'est pas l'apprentissage du français, c'est vraiment le français comme langue de scolarisation. C'est pas parce qu'après ils ont effectivement le français normal. Mais, et donc voilà, d'un point de vue de principe, l'immersion, les écoles en immersion n'ont pas été prises en fait du début. Mais en même temps, ils sont quand même justement dans un apprentissage de la langue de l'enseignement du pays qui est le français. Ils ne le maîtrisent pas. C'est un choix politique qui a été posé au départ et comme je vous ai dit, c'était difficile d'un point de vue de pouvoir octroyer des périodes d'apprentissage du français langue de scolarisation à des élèves dont la scolarisation se passe en anglais. On va encore prendre 2 questions et puis on fera une pause. Il y a madame là, qui avait une question qui levait le bras depuis longtemps. La question porte sur les titres, la réforme des titres et fonctions. Vous avez dit donc, que l'instituteur primaire pouvait donner il sera bien un titre requis et inversement. Oui. Qui peut, mais il y aura bien un titre requis. Oui. Et la même chose, on a ici, par exemple, français dans l'étrangère qui donnerait le français dans ce cadre-là dans le primaire, sera titre requis aussi? Alors, ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. On a fait le lien maternel primaire, mais pas primaire. Est-ce que cette fonction va être reprise éventuellement dans le web? On peut mettre s'il y a une évolution à la suite des titres qui pourraient justement répondre. De toute façon, si c'est un titre, oui, effectivement, en tout cas, je peux pas actuellement, moi, je peux te dire ce que nous, on a modifié dans les critiques. Oui. Uniquement cette partie-là. Cette partie-là. L'instituteur primaire maternel. Et puis les maîtres d'éducation physique, les maîtres, donc c'est vraiment enseignement fondamental, enseignement maternel, et les maîtres d'éducation physique ou de philosophie, ou de citoyenneté et autres. Ceux-là sont titres requis. Ça, sont titres requis. Et on a également, ça, je viendrai avec ça, c'est prévu un petit passage le titre. Oui, voilà, moi, j'ai pu lire dans le décret, à un moment donné, quand il parle d'intégration dans la classe d'âge, ce sont des termes qui me dérangent un peu, dans le sens où quand j'inscrivais un enfant en ASPA, bien souvent je l'inscrivais dans sa classe d'âge, et puis quand il était en intégration dans sa classe, selon le besoin, selon son niveau. Parce qu'il doit passer X mois dans le DASPA, après X mois, il est obligé de passer X périodes, c'est ça, en intégration dans sa classe d'âge. Oui, c'est dans la classe. Donc ce sont les termes, le vocabulaire. Oui, c'est peut-être comme ça que c'est indiqué dans le texte. Mais voilà, vous l'inscrivez dans l'année d'études qui vous paraît la plus adaptée.